plus la société le frappait férocement, et plus il luttait contre elle. Camisole de force, jeune et coup de courtin était son lot ordinaire. Au cours de son 3e emprisonnement, il fut livré à un gardien qui était une brute presque aussi sauvage que lui. Le gardien portait un trousseau de clés et un revolver. Jim Hall n'avait que ses mains nues et ses dents. C'était à peu près la seule différence qu'il y eut entre eux. Le gardien, mieux armé, en profitait pour persécuter l'homme à son gré. Il le maltraitait et mentait sur lui à ses chefs. Jim Hall bondit un jour sur son bourreau et le prenant au gosier avec ses dents, tenta de l'égorger comme eût fait un animal de la jungle. Cet acte valut à Jim Hall d'être enfermé dans la cellule des incorrigibles. Il y vécut désormais sans jamais la quitter. Le plafond, les murs, le plancher étaient de fer. Jamais il ne voyait le ciel ni le soleil. Le jour n'était qu'un crépuscule, la nuit qu'un noir silence. Il était enseveli vivant dans une tombe de fer. Nulle face humaine n'apparaissait plus à ses yeux. Il n'entendait plus une parole. Lorsqu'on lui jetait sa nourriture, il grondait comme une bête en cage. Durant des jours et des nuits, il lui arrivait de rugir sa haine à l'univers. Puis, durant des semaines et des mois, il ne faisait plus entendre aucun son, et son âme silencieuse se dévorait elle-même. C'était une sorte d'être monstrueux et terrible, tel qu'on pourrait enfanter le cerveau d'un fou. Il vécut ainsi durant 3 ans. Une nuit, il s'échappa. Le gardien-chef, à cette nouvelle, haussa les épaules et déclara que c'était impossible. Mais la cellule était vide et le corps d'un gardien étranglé gisait en travers de la porte. 2 autres gardiens qui l'avaient pareillement étranglé sans bruit avec ses mains marquaient son passage dans les corridors de la prison. Il avait passé par-dessus le mur d'enceinte. Ayant sur lui les armes enlevées aux 3 gardiens, il fuyait, arsenal vivant, par monts et par veaux, poursuivi par toute la force organisée de la société. Sa tête avait été mise à prix, et dans l'espoir de toucher la prime, des fermiers le traquaient avec des fusils de chasse. Sa mort pourrait payer d'une hypothèque ou servir à envoyer un fils au collège. Des citadins avaient pris eux aussi leurs fusils pour l'amour du bien public. Une meute de chiens féroces suivait sa trace au sang qui coulait de ses pieds meurtris. Et d'autres chiens policiers qui courent au nom de la loi et sont payés par la société, ne le lâchaient pas non plus, acharnés à sa piste avec l'aide du téléphone, du télégraphe et des trains spéciaux. Il arrivait parfois que Jim Hall fût rejoint par ses poursuivants. Et héroïquement, de part et d'autre, on se faisait face. Le lendemain, dans les villes, les gens se délectaient à lire dans leur journal, après déjeuner, les détails de la rencontre. Il y avait eu un mort et tant de blessés, mais d'autres hommes s'étaient levés qui avaient repris l'ardente poursuite. Puis tout à coup, Jim Hall disparut. Vainement les chiens guettèrent sur sa piste perdue. Jusque dans les vallées les plus lointaines, d'inoffensifs bergers se voyaient mettre la main au collet par des hommes armés, mais étaient contraints de prouver leur identité. Et simultanément, sur une douzaine de fleurs de montagne, les restes du gangster étaient soi-disant découverts par des gens avides de toucher la prime. Cependant, à Sierra Vista, on lisait les journaux avec autant de crainte que d'intérêt. Les femmes n'étaient pas rassurées et le juge Scott affectait en
innocent du crime qui lui était imputé. Par un procédé dont elle est coutumière, la police avait décidé de le liquider en produisant de faux témoignages. Le juge Scott, ignorant la vérité, avait prononcé son arrêt de bonne foi. Mais Jim Hall l'avait cru complice, et lorsqu'il s'entendit condamné à 50 ans de mort vivante, il se dressa dans la salle d'audience et se mit à hurler sa haine contre celui qui le frappait. Tandis que les policiers le traînaient dehors, il rugit qu'il se vengerait un jour. Gros-Blanc ne pouvait rien savoir de tout cela, mais du jour où l'on apprit à Sierra Vista que Jim Hall s'était évadé, il y eut un secret entre le chien-loup et Alice, la femme du maître. Chaque nuit, après que tout le monde s'était couché, Alice sortait de sa chambre et faisait entrer Gros-Blanc dans le hall du rez-de-chaussée. Le matin, elle descendait la première et le remettait dehors, car l'usage n'était point qu'il dormît dans la maison. Or, une nuit, Gros-Blanc s'éveilla dans le silence et sans bruit renifla. Il comprit immédiatement qu'un dieu étranger était présent. Il tendit l'oreille et perçut des bruits étouffés, d'imperceptibles mouvements. Il ne gronda pas, ce n'était pas son habitude. Le dieu étranger apparut, glissant comme une ombre. Plus silencieux encore, Gros-Blanc le suivit. Dans le Wild, quand il chassait de la viande vivante, il avait appris à ne point se trahir. Le dieu étranger s'arrêta au pied du grand escalier et écouta. Gros-Blanc, immobile, comme s'il était mort, surveillait et attendait. En haut de l'escalier se trouvait la chambre du maître et à côté, celle des autres dieux de la maison qui formaient le bien le plus cher du maître. Gros-Blanc commença à se hérisser, mais attendit encore. Le pied du dieu étranger s'éleva. Il commença à monter. C'est alors que Gros-Blanc frappa. Sans avertissement selon sa coutume, il lança son corps en avant comme la pierre d'une fronde et s'abattit sur le dos du dieu étranger. De ses pattes de devant, il s'accrocha sur ses épaules tandis qu'il entrait ses crocs dans la nuque. Le dieu tomba à la renverse et ils s'écrasèrent tous deux sur le plancher. La maison s'était éveillée en sursaut. Chacun, se penchant sur l'escalier, entendait au bas un bruit pareil à celui d'une bataille de démons. Des coups de revolver se mêlaient à des grondements. Une voix d'homme jeta un cri d'horreur et d'angoisse, puis il y eut un grand fracas de verres brisés et de meubles renversés, et rapidement tout se tut. Seuls des halètements, semblables à des bulles d'air qui crèvent en arrivant à la surface de l'eau, montaient encore du gouffre obscur, puis plus rien. Wheaton Scott tourna le bouton électrique. L'escalier et le hall s'emplirent de lumière. Accompagné du juge Scott, il descendit avec précaution, revolver en main. Mais il n'y avait plus de danger. Parmi le naufrage, des meubles renversés, disloqués, un homme gisait étendu sur le côté, cachant du bras son visage. Wheaton Scott se pencha sur lui, déplia son bras et tourna sa face vers la lumière. Par la gorge ouverte, la vie s'était enfuie. « Jim Hall !» dit le juge Scott. Le père et le fils se regardèrent et se comprirent. Ils se retournèrent ensuite vers Gros-Blanc. Lui aussi était couché sur le flanc, les yeux clos. Ses paupières se soulevèrent légèrement. Il regarda ceux qui étaient penchés sur lui et s'accueillit d'un mouvement à peine visible pour saluer son maître. Wheaton Scott le caressa et du
C'est bien même optimiste. Il n'en a pas une sur 10 000. Nous ne pouvons pas la laisser perdre, répliqua le juge Scott. S'il le faut, faites fonctionner les rayons X. Tentez n'importe quoi et ne regardez pas à la dépense. Wheaton télégraphie à San Francisco et demande le docteur Nichols. Ce n'est pas pour vous offenser, monsieur, mais vous comprenez, tout doit être fait pour lui. Le chirurgien sourit avec indulgence. Je comprends, dit-il. Vous devez le soigner comme un être humain, un enfant malade. Je reviendrai à 10 heures, vérifier sa température. Gros-Blanc fut donc admirablement soigné. Quelqu'un ayant proposé d'engager une infirmière professionnelle, les filles de Scott repoussèrent avec indignation cette idée. Et Gros-Blanc gagna la chance sur 10 000 à peine accordée par le chirurgien. Mais celui-ci n'avait jamais soigné que des êtres civilisés, descendants de civilisés, et tout autre était la vitalité de Gros-Blanc qui venait directement du Wild. Son erreur de jugement était pardonnable. Ligoté comme un captif, privé de tout mouvement par le plâtre et les pansements, Gros-Blanc languit cependant durant des semaines. Il dormait pendant de longues heures et toutes sortes de rêves l'agitaient. Les fantômes du passé se levaient devant lui et l'entouraient. Il se revoyait dans la tanière avec Hitché, ou rampant, tremblant aux pieds de Castor Gris pour lui rendre hommage, ou courant d'une course effrénée devant Lip Lip et l'attelage hurlant du traîneau, harcelé par le fouet cinglant de Mitza. Il revivait sa morne existence près de Bodhi Smith et ses anciens combats. Dans son sommeil, on l'entendait gémir et gronder comme s'il luttait encore. Mais le pire de ses cauchemars était de rêver que couché sous un buisson, il épiait un écureuil, attendant que le petit quadrupède s'aventurât sur le sol. Alors, comme il s'élançait, l'écureuil se transformait soudain en un tramway menaçant et terrible, énorme comme une montagne, hurlant, cliquetant, crachant des étincelles et s'avançant sur lui pour l'écraser. Ou bien c'était, planant au ciel, le faucon qu'il défiait et qui se précipitait sur lui du haut de l'azur encore sous la forme du maudit tramway. Retombé dans les mains de Bodhi Smith, les spectateurs autour de lui faisaient cercle dans la neige. À l'arrêt au milieu de la piste, il attendait que la porte de la clôture s'ouvrît et donna passage à son adversaire. Mais c'était, une fois de plus, le tramway qui se montrait et qui fonçait droit sur lui. Quand le dernier pansement eut été enlevé par le chirurgien en présence de tous les hôtes de Sierra Vista, Gros-Blanc essaya de se lever et de marcher vers Scott qui l'appelait. Mais il vacilla